Et il commence très vite d'ailleurs à montrer qu'il a des idées de socialiste très avancées. Il confisque tous les biens des Orléans. C'est une des premières choses qu'il fait. Alors évidemment, les journalistes disent « Oui, l'empereur Napoléon Ier prenait des capitales, lui prend nos capitaux. » Bon, mais il ne les prend pas pour lui, il les prend pour construire des premiers logements sociaux. Et oui, il construit des logements sociaux. Il crée des premières caisses de retraite, des fonds de caisses de retraite. Entre 51 et 52, il a voyagé dans toute la France. Et partout, il est allé au-devant des gens, il a expliqué comment il voit le gouvernement de la France pour que tout le monde accède à la prospérité, pour que accède à l'éducation, etc. Il se rend compte de l'état de la France, l'état des campagnes, et il voit qu'il y a beaucoup à faire pour amener de la prospérité, pour le développement économique de toutes les provinces, et que la France soit compétitive de l'Angleterre. Le président n'a pas suffisamment de soutien dans l'élite, et surtout, la Constitution de 1848 ne lui permet pas de se représenter. Or, il voit bien que des tréfonds de la population française, un soutien populaire est là. Et, encore une fois, il va jouer le peuple contre l'élite en faisant pétitionner par ses préfets, et les pétitions recueilleront plus d'1 million de signatures, pour que la révision constitutionnelle ait lieu, lui permettre en 1852, au terme de son mandat de 4 ans, de se représenter. Simplement, la procédure constitutionnelle à l'époque est tellement compliquée qu'on ne va pas arriver à mettre en branle cette révision constitutionnelle. Et peu à peu, il va se déplacer pour se faire acclamer, vive le président de la République, vive le président de la République. Il passe l'armée en revue ici et là. Et à Bordeaux, par exemple, eh bien, peut-être après avoir glissé un mot ou deux dans l'oreille du préfet qui était là-bas, qui était le baron Haussmann déjà, eh bien, le baron Haussmann fait dire « Vive l'empereur !» On commence à dire « Vive l'empereur !» Et lui qui, jusque-là, s'était toujours refusé au coup d'État lorsque certains membres de son entourage, comme Persigny, comme son demi-frère, le comte de Morny, ou bien encore comme le général Changarnier, lui proposait de franchir le pas pour faire un nouveau coup d'État, il refusait, lui, de le faire. Pourquoi ? Tout simplement parce que le 20 décembre 1848, il avait prêté serment qu'il défendrait en fait la République et les institutions. Et il y avait le souvenir également de ces 2 coups d'État précédents manqués. Donc c'est simplement quand il va voir que tout ça est impossible qu'il va se résoudre en août 1851 à franchir le pas et à tenter un coup d'État. Et au soir du 2 décembre de 1851, on ouvre le dossier Rubicon et c'est la nuit du coup d'État qui se passe comme du velours. Il y a quelques arrestations, on emmène Adolphe Thiers, on enlève les gens susceptibles de râler, sont emmenés à la prison de Mazas, là où il y a la gare d'Austerlitz aujourd'hui. Et puis un an plus tard, le 2 décembre de 1852, eh bien, la République a définitivement vécu puisque on proclame le Second Empire.